Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Angers Télé. Il y a tout juste un an, les élections législatives envoyaient 361 députés de La République En Marche au Parlement. Parmi eux, Stella Dupont et Mathieu Orphelin, élus sur la deuxième et première circonscription de Maine-et-Loire. Stella Dupont et Mathieu Orphelin qui sont ce mois-ci les invités du magazine Parole d'élus. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté cette grande première, cette invitation conjointe. Alors on va déjà faire, si vous le voulez bien, un petit retour en arrière. C'était il y a un peu plus d'un an, le 7 mai 2017, avec une soirée qui bien évidemment vous a marqué. On vous voit d'ailleurs sur ces images, Mathieu Orphelin. C'est l'élection d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous repensez à ces 12-13 mois? C'est passé très très rapidement, Stella Dupont. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, qui se sont dites. Effectivement, déjà un an. Pour nous, députés, et oui, davantage pour le président de la République. Tout va très vite. Ça fait plaisir d'ailleurs de revoir ces images, cette ferveur. Désormais, on est au travail et c'est vrai que on tient un rythme soutenu et on ambitionne de continuer. Alors on va parler de ce rythme effectivement dans quelques instants. Mathieu Orphelin, quand on jette un œil dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on se dit ? D'abord, ça rappelle des bons moments, des très bons moments, beaucoup de bonheur ces soirs-là. Soir de victoire, ça marque. On voit tous les gens qui étaient là, qui depuis sont là. On se voit toujours tous en marche dans le Maine-et-Loire. Il y a une vigueur du mouvement, il y a des nouveaux marcheurs qui arrivent. Donc voilà, beaucoup de plaisir à continuer à être ensemble sur ce chemin-là. Et puis à l'Assemblée, beaucoup de travail. On a eu une année assez... très rythmé, assez effréné même à certains moments. Mais après tout, on est là pour ça, donc on travaille beaucoup, mais personne ne nous a forcé à être là. Donc il faut faire le job, penser toujours aux enjeux, être à la hauteur des enjeux, tout faire pour le collectif. Et voilà. Avec une configuration particulière qu'on retrouve de temps en temps dans notre 5e République, une assemblée très majoritaire. C'est le cas de La République En Marche, 361 députés sur 577. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour faire entendre de temps en temps une petite musique différente? Est-ce que ça peut fonctionner dans un groupe aussi conséquent? Stella Dupont. Eh bien, je pense que, bon, ça s'est déjà produit par le passé. On est dans quelque chose d'habituel dans notre 5e République, même si ce n'est pas présent lors de chaque mandature. Ça nécessite une organisation au sein de la majorité et des deux groupes politiques, le MoDem et La République En Marche, de façon à travailler en cercle plus réduit sur un certain nombre de textes, parce que bien entendu, quand on est 300 autour d'une table, pour avancer concrètement sur un dossier, c'est compliqué. Donc des cercles plus resserrés, comme on l'a fait par exemple sur asile, immigration, comme on l'a fait sur l'agriculture, enfin sur de nombreux sujets. Et je pense que cette première année nous a permis de tester des choses et d'affiner justement notre mode de fonctionnement. Et on a encore à travailler pour vraiment se caler de façon optimale. Alors il faudra se caler avec le gouvernement. Effectivement, Mathieu Orphelin, on entend parfois des reproches qui sont adressés à certains parlementaires en disant finalement les parlementaires ils sont là pour voter, on appelle ça un peu vulgairement des députés godillots. Il y a le gouvernement qui décide et puis l'Assemblée c'est entre guillemets simplement une chambre d'enregistrement. On n'est pas dans cette configuration-là, rassurez-moi. On nous a reproché tout et son contraire. On nous a dit au début, vous êtes des godillots, vous servez à rien, vous savez que lever la main quand on vous le demande, etc. Et là, sur les dernières semaines, on nous dit, mais non, vous déposez trop d'amendements, les députés de la majorité, etc. Donc voilà, je crois qu'on est à l'exact milieu entre les godillots et les frondeurs. On n'est ni l'un ni l'autre. Et sur chaque texte qu'on a passé, tous les textes importants, moi je peux vous dire quels ont été les apports des députés de la majorité. Sur la loi agriculture et alimentation, on va y revenir, parce que c'est un chapitre important. Sujet par sujet, on a apporté des choses au projet qui était présenté par le gouvernement. Souvent ça s'est fait assez facilement et d'autres fois, sur d'autres sujets, ça a été un peu plus compliqué. Mais on est là pour ça. Il n'y a que 2 missions pour les parlementaires. Voter la loi et contrôler l'action du gouvernement, c'est ce qu'on essaye de faire. Bon, je voudrais qu'on parle de la place des femmes dans le monde politique. Alors pour préparer cette émission, j'ai fait quelques recherches. Je me suis rendu compte qu'il y avait
effectivement 224 femmes actuellement à l'Assemblée nationale et que c'est seulement, si je puis dire, seulement en 2007 qu'on a passé la barre de la centaine de femmes présentes au sein de l'Assemblée. Avant, on était sur des chiffres, j'allais dire, dramatiques pour notre représentation nationale avec une parité qui n'était absolument pas respectée. Qu'est-ce que ça change, Stella Dupont, le fait qu'il y ait un peu plus de femmes au sein de l'Assemblée nationale, plus d'assiduité, me disiez-vous? Bien, déjà, l'Assemblée est davantage représentative parce qu'il y a plus de femmes, il y a plus de jeunes également. Donc notre Assemblée représente davantage la diversité de notre société, me semble-t-il. Ce que ça change, je dirais, et concernant l'assiduité, je ne sais pas ce qui en était avant, bien entendu, mais je note avec souvent malice et intérêt que les femmes sont très présentes dans l'hémicycle et dans les débats, davantage que les hommes, tant et si bien que même si nous ne sommes pas majoritaires en nombre, puisque nous représentons 38% de l'Assemblée. Il n'empêche qu'on est souvent majoritaire dans l'hémicycle. Donc voilà, une implication forte, une présence à Paris, une présence pour ma part en circonscription également. Donc c'est un équilibre difficile à trouver, je pense, parce que nous portons beaucoup de projets de loi, de modification, de transformation. Donc voilà, les femmes sont impliquées, effectivement. Bon. Juste avant de parler du monde agricole, parce que c'est un secteur d'activité extrêmement important pour notre département, un petit mot, Mathieu Orphelin, sur la politique d'Emmanuel Macron. On a quelques images d'une visite d'Emmanuel Macron en Anjou, c'était au printemps 2017. Il a voulu aller vite sur un certain nombre de dossiers. Certains députés se sont même émus en disant « on a beaucoup de travail, on est fatigué, on n'est pas très loin du burn-out ». Vous avez l'air tous les deux en très bonne forme. D'abord, il y a un rythme de travail qui est important, etc. Donc mais il ne faut pas s'en plaindre, on est là pour travailler. Et oui, on a lancé beaucoup de sujets en même temps, mais c'était à la hauteur de ce qu'il fallait faire, parce que pendant toute la campagne électorale, sur tous les sujets, on nous a dit il faut changer en profondeur les choses. C'est le diagnostic qu'on a fait du pays, et c'est notre projet, c'est effectivement modifier en profondeur. Donc ça nous a obligés à ouvrir tous les chantiers fondamentaux en même temps, l'agriculture, la mobilité, le travail, l'écologie, etc. Donc oui, ça fait beaucoup en même temps. Ce qu'il faut vraiment, c'est que chacun se concentre sur l'essentiel, sur les sujets. Et moi, j'entends certains députés dire il y a beaucoup à faire, etc. Moi, je leur dis, concentrez-vous sur l'essentiel. Les missions des parlementaires, faire avancer les lois, le travail avec la circonscription, et je crois que chacun, en se concentrant sur l'essentiel, gagnera en efficacité. Allez, on va parler de l'agriculture. Je le disais, secteur essentiel de notre économie angevine, vous le savez bien. Avec une particularité, pour tous les deux, vous allez très régulièrement en contact des professionnels sur le terrain. On a des images vous concernant, Stella Dupont, également des images concernant Mathieu Orphelin, avec des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas imaginées il y a quelques années. Mathieu Orphelin discutant avec les représentants de la FDSEA, comme quoi tout arrive, plaisanterie mise à part. C'est important pour vous d'aller, j'allais dire, vous ressourcer et d'être en prise directe avec les préoccupations? C'est essentiel. Le député n'est rien sans le contact terrain, sans son propre enrichissement, la manière dont il peut affiner tel ou tel sujet et se faire une opinion sur tel ou tel aspect législatif. Donc effectivement, être sur le terrain, c'est fondamental et moi je l'ai toujours pratiqué et ça me semble essentiel. Alors, on vous avait vu, Mathieu Orphelin, à l'occasion d'une réunion justement avec la FDSEA qui précédait de quelques jours l'examen au Parlement de la loi agriculture et alimentation. Est-ce que vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez? La question est commune avec cette loi. En clair, est-ce que notamment les agriculteurs vont enfin pouvoir vivre, j'allais dire, décemment de leur travail? On a tout fait pour. Et effectivement, la réunion que vous avez remise dans les images d'archives était une réunion très importante. C'était avec la FDSEA du Maine-et-Loire et les jeunes agriculteurs quelques jours avant le passage en hémicycle. Ça nous a permis de redéfinir leurs priorités et ensuite de les porter dans l'hémicycle sur le juste prix payé aux agriculteurs. Et effectivement, on a obtenu dans l'hémicycle un certain nombre d'avancées supplémentaires sur ce sujet-là. Est-ce que la loi va tout régler sur le juste prix? Non, mais elle va donner vraiment un nouveau signal à tous les acteurs pour dire il faut que la valeur soit mieux répartie, il faut que les agriculteurs soient mieux payés,
pour les produits qu'ils mettent sur le marché, et qu'on sorte de ce modèle grotesque où, par exemple, dans la restauration collective, 2/3 de la viande servie dans nos cantines scolaires est importée d'autres pays, alors qu'on a un élevage remarquable, notamment dans notre département, et des agriculteurs qui n'arrivent pas à en vivre. Donc voilà, c'est aussi grâce à ces rencontres de terrain tous les jours qu'on a pu forger notre opinion et qui nous ont aidés, sans dire qu'on achète les positions des uns et des autres à chaque fois, mais de faire progresser son jugement, et c'est très important. C'est ça qui permet que la loi soit la plus conforme aux grands enjeux. Les agriculteurs, Stella Dupont, que vous rencontrez sur le terrain, ils vous font remonter bien évidemment un certain nombre de revendications. Est-ce que les élus français, ça ne s'adresse pas uniquement aux 2 députés que vous êtes, ont vraiment une marge de manœuvre dans ce domaine, en sachant que vous avez face à vous des très grands groupes internationaux, des grands groupes de la distribution, des grands groupes de l'agroalimentaire? On a vu le cas avec Beignet, c'est compliqué d'avoir des explications de la part de ces gens. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir une prise de la part des élus sur ces dossiers-là? Et j'ajouterais un marché européen et international. C'est-à-dire que nous sommes sur un marché économique ouvert. L'agriculture s'exporte et s'importe, comme Mathieu vient de le rappeler. Donc dans ce contexte-là, agir n'est pas simple, très, très clairement. Il faut être humble. Voilà. Les mesures qui ont été prises visant à mieux rémunérer les agriculteurs, je pense, sont essentielles. Il faudra contrôler leur mise en œuvre. On a mis en place un certain nombre de garde-fous. On a mis en place aussi des sanctions accentuées. On a également, n'en déplaise à notamment l'un des acteurs de la grande distribution, on a encadré et relevé le seuil de revente à perte concernant cette grande distribution qui trop souvent pressure exagérément les producteurs et concourt à un niveau de vie extrêmement faible de nos producteurs. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs. On est également en soutien avec les agricultures locales, avec le développement des circuits courts et de la labellisation des produits pour la restauration collective. Donc quelque chose de très cohérent. Vous parliez d'Europe. Il y a quelques mois de ça, c'était en février dernier, l'Europe a pris une décision un peu surprenante qui concerne les Basses-Vallées angevines. On en parle parce qu'il y a une suite dans cette histoire. Alors les Basses-Vallées angevines, on les connaît bien, c'est un formidable territoire, qui était aidé par l'Europe, qui va l'être un peu moins. Il y avait eu de vrais mouvements d'humeur de la part des agriculteurs qui avaient un peu de mal à comprendre cette décision, qui avaient manifesté à cette occasion. Vous étiez sur le terrain, on voit la manifestation, et vous étiez sur le terrain voici quelques jours, Mathieu Orphelin, pour essayer de trouver une solution avec le ministère de l'Agriculture. On voit ces images. Qu'en est-il ressorti ? Effectivement, ces Basses-Vallées angevines, ce sont un réservoir de biodiversité remarquable. Il y a cet élément-là qui est essentiel également. Oui, c'est essentiel, et ça a été grâce à l'action de tous les acteurs sur le terrain, aussi bien les agriculteurs, les chasseurs, les associations de défense de l'environnement. Tout le monde sur le terrain a réalisé ce défi de préserver ces Basses-Vallées angevines. La place de l'élevage y est très importante. On voit sur les images, là, c'était il y a une quinzaine de jours que tout était encore inondé. Et donc, il faut aider les agriculteurs qui sont là. Effectivement, le fait du changement de règles de l'Union européenne, qui a conduit la France à redéfinir sa carte de zones défavorisées et simples, eh bien, a sorti un certain nombre de communes des Basses-Vallées angevines qui y étaient. Mais très concrètement, cette réunion, et on a, avec l'ensemble des élus, les maires de Briolette, Tiercé, tous les acteurs, on a fait venir les plus hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture sur le terrain pour qu'ils voient la réalité. Et ce qu'on a eu comme engagement, c'était que effectivement le ministère de l'Agriculture prenait, malgré ces évolutions sur la carte, des engagements clairs pour qu'il y ait des nouveaux dispositifs qui viennent accompagner les agriculteurs des Basses-Vallées angevines. Et donc c'est une réunion qu'on a trouvée très positive. Il va falloir maintenant que tout ça se concrétise dans les prochaines semaines, mais le ministère est tout à fait favorable à aller vite et à actionner de nouveaux dispositifs pour aider les agriculteurs des Basses-Vallées angevines. On était tous là, quelle que soit la couleur politique des uns et des autres, tous les élus rassemblés pour soutenir notre agriculture. C'est aussi dans ces moments-là qu'on aime la politique. Alors,
L'agriculture, elle est liée bien évidemment et de plus en plus à la préservation de l'environnement. Comment on trouve le juste milieu entre des agriculteurs qui veulent vivre de leur métier, qui utilisent des méthodes qui sont des méthodes qui parfois sont pénalisantes pour l'environnement, l'utilisation par exemple de pesticides. On va bien évidemment vers le dossier du glyphosate. Comment on trouve le juste milieu là encore pour faire en sorte que on puisse produire et qu'on puisse dans le même temps préserver l'environnement pour les générations futures? Pour moi, les deux vont vraiment dans le même sens. C'est peut-être des fois une différence d'appréciation avec la présidente nationale de la FNSEA, Christiane Lambert. Pour moi, aller vers une agriculture plus durable est aussi plus rentable pour nos agriculteurs. Et ce qui n'est pas rentable, c'est le modèle actuel. Quand on voit l'effondrement de la biodiversité, j'étais avec les apiculteurs de Pays de la Loire et de Bretagne la semaine dernière à l'Élysée, parce qu'il y a là un effondrement des colonies d'abeilles qui va avoir des conséquences très importantes sur la pollinisation, donc sur toute notre agriculture. Quand on voit les impacts sur la santé, et notamment la santé des agriculteurs, de l'ensemble des pesticides, on est sur des enjeux vraiment majeurs. Et donc, il faut aider nos agriculteurs à aller vers une agriculture plus durable, plus écologique, d'autant que beaucoup d'agriculteurs veulent faire ce chemin. Donc, il faut qu'on accélère, qu'on amplifie les soutiens aux agriculteurs pour les aider à changer de modèle. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et pour moi, l'avenir de notre agriculture, qui est un secteur économique tellement important dans notre département, 5e département agricole de France, c'est l'agriculture de qualité, locale. C'est pour ça que 20% de bio dans les cantines, 50% d'autres labels, développer les circuits courts, etc., c'est fondamental. C'est l'avenir de notre agriculture et on doit aider tous les agriculteurs à faire ce chemin. Alors, je reviens à ma question sur le glyphosate parce que vous avez annoncé voici quelques jours que ce pesticide devrait être interdit au plus tôt d'ici 3 ans, au plus tard d'ici 5 ans. Est-ce que, vous citiez la FNSEA, est-ce que du côté de ces grandes organisations syndicales, on est prêt à entendre ce discours-là ? Oui, la preuve, c'est que vendredi dernier, Nicolas Hulot et Stéphane Travert ont rassemblé l'ensemble des acteurs pour lancer cette mobilisation générale de tous les acteurs sur la sortie du glyphosate. Toutes les filières ont maintenant 3 semaines pour donner leur rythme et leurs actions pour se sortir du glyphosate. Donc voilà, moi, j'ai mis le débat dans la loi agriculture-alimentation. Je l'assume parce que c'était important. On ne pouvait pas fermer les yeux sur cet enjeu qu'est le glyphosate au cours de cette loi-là. Et maintenant, les choses se passent bien, se sont bien enclenchées. Je pense que ça a servi aussi que tout le monde se mobilise sur ce sujet-là, que les gens voient aussi que les citoyens, ils attendent cette agriculture plus durable avec moins de produits phytopharmaceutiques. Et donc voilà, les choses vont dans le bon sens, c'est très bien. Il faudra être exigeant mois après mois, trimestre après trimestre pour suivre la baisse de l'utilisation du glyphosate. Bon, on a beaucoup de choses à dire. Alors, on va avancer dans le contenu de cette émission. On va parler d'un dossier qui est également un dossier extrêmement sensible, celui de l'accueil des migrants, des réfugiés. Tous les deux, vous avez fait en avril dernier, alors entendre une petite musique différente sur la loi Asile et Migration. Ça fait partie aussi, j'allais dire, Stella Dupont, de la liberté d'esprit que vous vous accordez en disant sur certains sujets, je vais marquer... Alors, ma différence, vous n'êtes pas allé jusqu'au vote contre, mais vous êtes abstenus, tous les deux d'ailleurs, sur cette loi. Comment ça a été perçu par les autres membres de La République En Marche ? Je crois qu'on a travaillé collectivement, on a fait part de propositions, on a travaillé sur le terrain, on a travaillé à Paris, on a travaillé avec l'ensemble des collègues députés, on a fait valoir effectivement des divergences de vues, on a fait évoluer le texte également initial, mais je crois que voilà, nous sommes des parlementaires, nous appartenons à cette majorité, mais nous devons également cette exigence et ce recul et cette indépendance d'esprit, mais cette bienveillance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la défiance vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de notre majorité. Vous n'êtes pas devenus des frondeurs, vous êtes devenus des gens constructifs, on va dire ça comme ça. Voilà, je crois qu'on est vraiment habité par ce pragmatisme, c'est-à-dire que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir et qu'il faut rechercher les compromis pour avancer. Moi, je me suis inscrite dans cette majorité pour peser sur les décisions, avec, à partir de ce que je suis, des valeurs que je porte depuis toujours. Oui. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une interview dans le Courrier de l'Ouest où vous disiez je reste fondamentalement une femme de gauche. On peut le dire comme ça, effectivement. La solidarité, qu'elle soit internationale, qu'elle soit locale, est essentielle. Les questions écologiques sont aussi très importantes pour moi. Donc oui, s'il faut mettre des étiquettes, même si c'est toujours questionnant, on peut le dire ainsi. Non. Mathieu Orphelin, c'est un sujet extrêmement sensible. D'abord parce que ça touche des situations humaines qui sont
le plus souvent dramatiques, et puis parce qu'on sait que c'est une espèce de brasier qui peut se rallumer très rapidement. C'est un sujet extrêmement sensible, et c'est pas uniquement français, on le voit dans d'autres pays, l'Italie et autres. Comment on peut se positionner sur ces sujets-là sans arrière-pensée, qui est vraiment, j'allais dire, des convictions de fond qui s'expriment? D'abord, c'est un sujet très compliqué. Et moi, je pense que c'est un des 2-3 plus grands défis pour l'Europe aujourd'hui. Gestion de l'immigration. Je crois que c'est un sujet collectif, au même niveau que les défis climatiques ou que l'Europe sociale. Je crois qu'on est vraiment là dans les 3 plus grands défis pour que l'Europe reste unie. C'est l'avenir de l'Europe qui se joue, et que c'est bien au niveau européen. Et l'Europe, c'est chacun d'entre nous que l'on doit trouver des solutions. On a vu les limites avec l'Aquarius, avec tout un tas d'autres événements récents de la résolution pays par pays de ces questions-là. Voilà, moi, je crois que c'est un sujet sur lequel il faut réinventer, il faut proposer aux citoyens une nouvelle politique. Elle ne peut être que européenne. Et puis sur la loi asile-immigration, on a fait entendre, on a fait progresser le texte grâce à l'ensemble, notamment des associations du territoire d'Angers et du Maine-et-Loire, avec qui on a travaillé collectivement, avec Stella Dupont. Et on a fait progresser le texte, sans doute pas assez pour qu'on vote, c'est d'où notre abstention, mais c'était fondamental. On est là pour ça. Moi, je trouve, maintenant qu'on a passé ce vote-là, avec quelques semaines de recul, je me dis que finalement, tous ceux qui ont cherché à trop médiatiser cette abstention de 14 députés du groupe je trouve majorité. Que vous faisiez partie des 14. Oui, tout à fait, mais je trouve que finalement, les uns et les autres en ont sans doute trop fait autour de ça. C'est normal. On est sur des sujets, je pense pour Stella Dupont comme pour moi, c'est dans notre ADN, etc. Donc voilà, je pense que là aussi, le bilan que je fais de cette année-là, c'est de dire, faut pas que chaque sujet soit une polémique. C'est pas grave si sur un texte, il y a quelques députés de la majorité qui s'abstiennent ou même qui votent contre. C'est la biodiversité, et c'est la biodiversité politique au sein de la République en marche, un de nos fondements et aussi une de nos forces. Bon, parlons des emplois francs. Vous êtes impliqués tous les deux sur ces emplois francs. Il y avait une réunion, voici quelques semaines, à la préfecture de Maine-et-Loire. On rappelle le principe, certains secteurs géographiques vont bénéficier d'aide pour accueillir des jeunes. Alors, j'ai lu la presse locale, Mathieu Orphelin, et j'ai vu qu'on avait dans un premier temps pas été choisi pour les emplois francs. Heureusement, vous possédez, et je ne vous le demanderai pas sur ce plateau, le portable du président de la République, vous lui envoyez un petit texto et tout est résolu. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais effectivement, les emplois francs, c'est une mesure fondamentale. C'est effectivement une mesure à destination des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Il y a 30% de chômage dans certains quartiers, à Angers, par exemple à Montplaisir, et donc il faut faire quelque chose. Si on ne résout pas la question de l'emploi dans ces quartiers-là, on ne résoudra aucune question. Donc les emplois francs, c'était une de nos grosses mesures du programme, et finalement quand le gouvernement a décidé de la décaler à 2020, moi je me suis dit non, c'est pas possible, et donc dès juillet dernier on a été quelques-uns en France à proposer à la ministre Muriel Pénicaud d'expérimenter sur un certain nombre des territoires. L'idée a été retenue, on l'a passé, ça a été très long, etc. Et au final, j'ai eu une sorte de pressentiment, effectivement, et il se trouvait que Angers... Donc vous avez fait jouer votre réseau à ce moment-là. Oui, mais comme j'ai appelé le maire d'Angers, qui, de ce côté, a aussi fait jouer son réseau avec Édouard Philippe, etc. C'est juste que l'idée partant de chez nous, on y croyait, elle répond vraiment aux besoins de chez nous, et les gens du territoire, tous les acteurs étaient prêts à se mobiliser, et donc je m'étais dit, c'est trop bête qu'on passe à côté de ça. Et moi, je suis très fier qu'Angers soit dans cette... première vague des 10 territoires expérimentaux. On doit réussir, mais donc ce qu'on voit des premières semaines, c'est qu'Angers, en termes de nombre d'emplois, en comparaison des 9 autres territoires, est très très bien placé. Donc je crois que ça, c'est une mesure qui correspond aussi à une mobilisation générale de tous les acteurs du territoire. C'est une mesure à l'angevine. Et c'était très intéressant qu'Angers soit retenu parce qu'il y a une diversité de territoires. Chez nous, en Anjou, dans notre région Pays de la Loire, on a la chance d'avoir une reprise économique plus forte qu'ailleurs et bon nombre d'entreprises aujourd'hui qui recherchent des salariés, des compétences. Et il faut que ces emplois francs ont vocation à faciliter
à faire matcher les acteurs économiques et les demandeurs d'emploi. Et d'ailleurs, je vais mener une action certainement avec d'autres collègues sur le quartier de La Roseraie à la fin du mois pour aller faire du porte-à-porte, aller voir ces demandeurs d'emploi en lien avec Pôle emploi et l'ensemble des acteurs institutionnels pour faire connaître et faire en sorte que tout le monde se mobilise, acteurs économiques, institutionnels et demandeurs. Alors ça veut dire faire de la pédagogie. Est-ce que c'est quelque chose, cette pédagogie, qui est également valable ou indispensable, c'est vous qui choisissez le qualificatif, pour tout ce qui concerne les réformes? On a vu dans la rue des représentants de la SNCF, il n'y a pas très longtemps des retraités, des gens qui sont en désaccord avec les orientations prises par le gouvernement. Est-ce que ça aussi, vous considérez que ça fait partie de vos missions, c'est-à-dire d'aller au front finalement et de dialoguer avec des représentants de la SNCF ou des retraités? Oui, bien sûr, à deux moments. D'abord, pendant que la réforme se construit, c'est tout le dialogue qu'il y a eu par exemple avec l'ensemble des syndicats de la SNCF, qui aujourd'hui ont des appréciations différentes sur la réforme qui est en train d'aboutir. Mais il y a beaucoup de leurs points qui ont été introduits dans la réforme. On l'a vu au long du travail parlementaire. Et donc là, je crois que ce dialogue, pendant que les réformes se font, il est très important. Et puis, un deuxième temps qui est une fois que les mesures sont décidées. Par exemple, sur le 80 km/h, la mesure est décidée. On a pris un certain nombre d'adaptations, bilan au bout de 2 ans par exemple, pour répondre aux objections qu'on avait eues. Mais maintenant, il faut aller assumer cette mesure. Moi, je l'assume à 200%. Et effectivement, c'est très important qu'on explique que ce 80 km/h, on ne le fait pas contre les territoires ruraux, mais au contraire pour eux, parce qu'ils sont 3 fois plus impactés par les accidents mortels que la ville. Et que, effectivement, cette mesure, c'est une mesure importante pour la sécurité routière, sans doute pas très populaire, on le voit bien, mais aussi la politique, des fois c'est ça, c'est prendre le courage de mesures impopulaires. Alors cette mesure justement, Mathieu Orphelin, qui est venu d'ailleurs à notre studio en utilisant un vélo, donc il n'a pas dépassé les 80 km/h, je ne sais pas si c'est votre cas, vous êtes venu en voiture, vous Stella Dupont, 80 km/h, est-ce que c'est une bonne idée et est-ce que c'est surtout réaliste quand on habite par exemple du côté de Saint-Georges-sur-Loire et qu'on doit venir à Angers en empruntant la nationale 23? Ou de Chalonnes-sur-Loire, pour ce qui me concerne. Moi, ça fait plusieurs mois que j'étais vraiment interpellée par les chiffres des victimes de la route. En Maine-et-Loire, depuis 2015, on compte une hausse de 37% des morts sur nos routes départementales. Et il y a beaucoup de motards, notamment parmi eux, qui contestent fortement cette mesure. Ah ben ça, c'est les chiffres objectifs. Il y a eu une expérimentation de menée, contestée bien entendu, mais je crois que l'idée d'expérimenter pendant 2 ans sur l'ensemble du territoire cette mesure va dans le bon sens. Et il faut savoir que dans beaucoup de pays européens, on est à 70 ou à 80 km/h sur ces fameuses voies à double sens sans terre-plein central. En Suisse, en Suède, en Finlande, en Irlande. Donc on n'est pas, c'est pas exceptionnel ce qui va se passer. Et puis pour terminer, Chalonnes-Angers, 2 minutes de plus peut-être à 80 km/h par rapport à 90. Donc je crois qu'il faut relativiser, on va expérimenter, on analysera et on en tirera les conséquences. Bon, allez, il nous reste 3 minutes seulement à passer ensemble. On va parler de vos perspectives. Quels sont en quelques mots, je suis désolé, Stella Dupont, les grands chantiers prioritaires là, auxquels vous allez vous attaquer dans les mois qui viennent? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Alors, on a parlé des emplois francs, la politique de la ville. Je suis... avec les grosses opérations de rénovation urbaine sur Angers. Tout à fait. Mon plaisir, mais c'est chez Mathieu, Belleveille chez Nicole Dubré-Chira. Ça, c'est un enjeu majeur. Le président a dressé des perspectives et va faire un certain nombre d'annonces pour le mois de juillet. Je fais partie d'un groupe de députés qui travaillons sur ce sujet de façon très étroite. La question de la dépendance, vous parlez des mouvements sociaux. Moi, j'ai été vraiment interpellée par ces mouvements sociaux exceptionnel, puisque les aides-soignantes, les soignants des EHPAD n'ont pas l'habitude de se mobiliser. Et je suis présidente d'un conseil de surveillance depuis plus de 10 ans. Et j'ai vu moi-même la dégradation des conditions de travail et surtout l'accentuation de la dépendance. Donc ça, c'est un sujet aussi sur lequel je suis mobilisée. J'ai moi aussi déjà rencontré des acteurs du territoire et je porte un certain nombre de propositions auprès de la ministre sur ce sujet. Donc vous serez très occupé dans les mois qui viennent. Allez, Mathieu Orphelin, même question, même si je l'oriente, vous me le permettrez. Est-ce qu'en ligne de mire, il n'y a pas des élections municipales à Angers, par exemple, en 2020? Vous y pensez en vous rasant le matin? Non, je me rase pas tous les matins. Donc vous n'y pensez pas tous les matins? Non, par contre, c'est une échéance très importante pour La République En Marche.
Et j'espère que La République En Marche sera très présente aux élections municipales à Angers. J'y contribuerai avec grand plaisir pour le collectif. Et voilà, je crois qu'on a des choses, il y a des choses qui vont bien à Angers, il y a des choses qu'on pourrait changer. Tout ça, on a le temps de travailler sereinement là-dessus. Je crois que c'est très important. C'est une ville qui a déjà plein d'atouts, mais il y a plein de choses qu'on pourrait développer. Et donc, ça occupera sûrement une partie des prochains mois. Ce magazine est maintenant terminé. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Puis merci bien évidemment à vous, les téléspectateurs et les téléspectatrices d'Angers Télé, pour votre fidélité et votre soutien.